Standard, une émission présentée par l'atelier de la poissonnerie. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Standard, l'émission où l'on s'exprime sur l'art, ses métiers et ses structures. Aujourd'hui, pour notre portrait d'artiste, nous sommes ravis d'accueillir le comédien Giovanni Ortega. Et bonjour Giovanni. Bonjour, pardon. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît en quelques mots? Donc Giovanni Ortega, mexicain, qui habite en France depuis une vingtaine d'années. Donc je développe un peu mon travail entre le Mexique et la France depuis 20 ans. Voilà. Et j'habite dans le Berry, à Châteauroux, un berrichon adoptif, un mexichon. Un mexichon. D'accord. Donc, par rapport mon rapport que vous entretenez avec votre pratique artistique, est-ce que vous avez toujours désiré être comédien? Est-ce que ça vous est arrivé comme ça? Non, si, c'est un peu un concours de circonstances. Ça m'est arrivé comme ça. Disons qu'adolescent, j'ai tombé dans un lycée en art. Donc un programme qui existe au Mexique depuis les années 60. Donc il y a des niveaux primaires, école primaire, collège, lycée. Dans l'état où j'habitais, donc la ville où j'habitais, il y avait à partir du lycée. Donc à un moment donné, j'ai pris connaissance d'un lycée en art, pourquoi pas, et tout de suite le théâtre, qui a été quand même... Je l'ai fait un peu de tout, je l'ai fait de la musique, de la danse, des arts plastiques. D'ailleurs, je continue à faire de la plastique, voilà, je m'amuse à des différentes matières, mais le théâtre, c'était quand même quelque chose qui si, m'a tombé dessus, et super, qui m'a changé un peu la vision des plans chauds, donc, surtout de mon adolescence. Et quand est-ce que vous avez commencé donc, à devenir professionnel Et assez rapidement, au lycée, très rapidement, vu mon jeune âge, voilà. Dans l'état où j'étais, il y avait des propositions qui se sont faites assez rapidement. Donc, disons qu'au deuxième année du lycée, je pense que j'ai commencé à jouer autant comédien. Sinon, je travaillais dans le théâtre autant éclairagiste. C'est des choses d'électricité, donc ça tombait bien. Et donc, vous avez toujours fait ce métier-là, finalement Oui, après, la vie, elle fait, pendant mes années d'études, je n'ai un peu fait des petites bricoles pour payer les loyers, des choses comme ça. Mais sinon, aussi, mon activité principale, c'est le théâtre. Ok, et donc c'est dans ces conditions-là que vous êtes lancé, le lycée, et puis une chose entraînant une autre. Le lycée, donc après je pars faire l'école nationale, donc l'équivalent au conservatoire. Au Mexique France, encore au Mexique, donc à Mexico City, à Mexico, la Ciudad de Mexico. Donc j'ai fait la licence en art dramatique, c'est le titre. Et puis, à la fin, un échange culturel avec le Conservatoire de Paris. Donc, des comédiens sortant de l'École nationale et des comédiens sortant du Conservatoire de Paris. On a fait un échange culturel. Et en 98, et depuis, ça a été pour les deux pays. Quoi. Et c'est ça qui vous a amené à venir en France aussi? Tout à fait. D'accord. C'est ça. Et à partir de ce moment-là, du coup, vous êtes plus en France ou j'habite en France maintenant, j'ai 2 filles, 2 mexichonnes. Ouais. Et si, je radique principalement en France. Après, je vais chaque année au Mexique. Ouais, d'accord. Mais depuis 98, c'est la France Non, en réalité, j'ai déménagé vraiment fin 2001. D'accord. À peu près. J'ai pris la décision de m'installer, de prendre un appart et tout. Voilà, quoi. Comme ça arrive après. Ok. Donc, vous avez fait votre vie de comédien quand même principalement dans les deux pays, en fait. Après, non, c'est vrai que dû au facteur que j'habite en France, disons que je travaille avec des structures ici, avec des comédiens ici. Après, on part en tournée au Mexique et tout. D'accord. Ça m'est arrivé quelques années d'avoir des propositions de vraiment aller là-bas, monter quelque chose. J'ai fait en 2011, je pense, le festival de la ville de Mérida, là où j'avais commencé à faire du théâtre. Donc, je suis allé faire 2 productions pour le festival exclusivement, quoi.
Sinon, c'est souvent des projets français quand même qui voyagent au Mexique. Donc en fait, vous faites un peu la médiation des fois. Un peu, ouais, entre et l'importation des deux sens, Mhm. comment dire. Je sais que j'aime beaucoup amener des textes contemporains français au Mexique et j'aime beaucoup monter des textes contemporains mexicains en France. Donc, il y a, voilà, aller-retour entre les deux. Vraiment, c'est la matière de travail, c'est le Mexique, la France. Voilà. Et vous trouvez un intérêt particulier justement à naviguer? Est-ce que vous pensez que ça peut apporter des choses d'une culture à l'autre? Bah si, mais bien sûr, ouais, bien c'est sûr. ça qui- Bah oui, c'est une richesse quand même. À un moment donné, il y a des appréciations qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Je sais que j'ai une approche au théâtre qui n'est pas tout à fait conventionnelle pour les deux pays, dû à que c'est enrichi quand même des formes et des matières. Je travaille beaucoup de textes français contemporains et voilà, et vice-versa. Donc, donc ça crée un peu des nouvelles des formes un peu hybrides des fois. Voilà. Et ouais. Biculturel, Voilà. disons. Un peu. Et est-ce que vous aviez déjà parlé français Pas du tout. D'accord, donc est-ce qu'il y a eu un problème de barrière de la langue quand Mais même pour être comédien d'ailleurs, la proposition, c'était ça qui était intéressant, c'est que une des conditions, c'était que les 6 comédiens mexicains ne parlaient pas du tout français et les 6 comédiens français ne parlaient pas du tout espagnol. Donc, comment, à travers le théâtre, pouvoir... bon, cet échange culturel était énormément basé sur ce principe-là. Donc, c'était Catherine Marnas qui avait une relation très profonde et qui avait lancé ça. Et donc, c'était voir comment le théâtre pouvait devenir un langage universel. De dire, bon, voilà, scéniquement. Après, bien sûr, on avait les textes traduits dans les 2 idiomes et tout, dans les 2 langues. Donc, d'un coup, on savait qu'est-ce qu'on était en train de dire, on savait qu'est-ce qui se passait. Sauf qu'on jonglait avec les 2. Donc les Français, ils ont joué en espagnol et les Mexicains, on a joué en français. Bon. Mais du coup, c'était pour dépasser en fait les mots et montrer que le théâtre, ça peut aussi parler sans un langage sans à part parler. entière. Voilà, c'est ça. Le théâtre, il y a plein de choses. C'est une communication entre un groupe de personnes. En fait, après la langue, on arrive toujours à trouver des solutions. Quoi. Donc c'est aussi visuel, c'est aussi corporel, c'est émotionnel quand même, comme langage. Donc voilà, c'est bien. Et de manière générale, avec vos expériences en tant que comédien, ça vous a forgé quoi comme rapport à l'art et au théâtre Est-ce que c'est un but selon vous ou pas? Est-ce que c'est ça l'était pas, hein. C'était vraiment quelque chose qui arrivait un peu de façon fortuite. D'ailleurs, c'est une expérience qui n'a pas été reproduite après cet échange culturel à ce niveau-là, de cette façon. On a travaillé quand même pendant 1 an avec les Français, soit au Mexique, soit en France. Donc, et si, bon, l'histoire, c'est que quand tu arrives dans un pays avec une autre langue, quand même des autres codes théâtrales et tout, il y avait une énorme liberté. Et finalement, que j'ai découvert la langue, par exemple, vu que c'était phonétique. Nous, on apprenait les textes phonétiquement. D'un coup, tu es moins dans le conceptuel de langage et ça devient un jouet, un peu comme la musique. D'ailleurs, j'ai une approche assez musicale avec le type de théâtre que j'essaie de développer de façon personnelle. Donc voilà, ça, une façon de dire, de casser les conventions, parce que finalement aussi beaucoup des influences mexicaines qui ne viennent pas forcément de théâtre, le catch par exemple, c'est quelque chose qui a nourri énormément mon travail. D'accord. Par rapport aux approches avec le public, casser un peu les barrières. C'est aussi du théâtre dans un sens en plus. Bien sûr, mais c'est de la représentation, comme dire. Après, ils sont pas un texte. Il y a un texte, une histoire, mais bon, c'est pas du Shakespeare, bien évidemment. Mais bon, voilà, mais c'est ce que j'aime beaucoup, c'est aussi la transgression avec la 4e barrière. Le 4e mur.
Voilà, cette fameuse faire quatrième tomber, mur, les gens, c'est comme si on rentrait dans voilà, le côté voyeuriste. Là, Ok. vraiment, les Donc vous avez spectateurs, tendance à le faire tomber, ce mur, souvent. bah oui, j'aime beaucoup. Donc, Souvent, j'aime bien casser Donc les conventions instaurer, théâtrales. ne pas instaurer de barrière particulière entre le Ouais, public et vous. Voilà. Jouer avec le bifrontal Ok. au trifrontal. D'accord. Le théâtre circulaire, voilà quoi, des conventions, des rassemblements. Hein. D'ailleurs, bon, l'histoire qu'on présente aujourd'hui à la poissonnerie. Bon, l'idée c'était comment mettre un texte comme si j'imaginais une histoire de concert de rock. Je voulais un truc un peu. C'est mon côté frustré, des chanteurs frustrés de rock. J'ai dit, allez, on a un texte, on a un guitariste et tout. Bon, on va mettre de la lumière, on va mettre du punch, quoi. Donc, c'est pas très conventionnel, c'est pas un théâtre anecdotique, c'est plus des coups de gueule aussi. Ok. Et au-delà de ça, niveau un peu plus pratique, à quelle compagnie est-ce que vous êtes rattaché? Est-ce que vous avez fait des résidences? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Bon, et la Bolita, en fait, ici en France, en 2003, après, quand il y a eu la crise des intermittents en 2003-2004, j'étais un bébé, je pense. Et il y a eu un rassemblement des gens d'ici, des Châteauroux principalement, donc des techniciens, des musiciens, des comédiens, bon, il y a des gens des autres univers qui venaient du social et tout. On a créé une structure, la Bolita, et on partait du principe de plus un objet qui peut servir à des gens qui ont envie de créer des choses. Non? Donc il n'y a pas un patron, un directeur artistique comme conventionnellement c'est dans les compagnies. Par contre, ça nous permet de développer à chacun des intégrants de cette structure notre travail. Après, c'est une structure qui reste ouverte. Il y a des gens aussi qui peuvent venir proposer et tout. Et donc, c'était pas uniquement des comédiens, en fait? Non, c'était il y avait des intermittents de manière générale. des intermittents, voilà, effectivement. Et des Mexicains. Donc il y avait déjà cette histoire. Il y a eu pas mal de Mexicains. Je suis l'unique survivant, mais il y a eu à un moment donné une petite affluence. Donc des Mexicains de Châteauroux. Voilà, des gens qui ont passé par là, qui ont venu développer des choses et tout, avec la Bolita. Donc, et qui continuent. Il y a une copine qui habitait à Châteauroux il y a une dizaine d'années, qui développe des projets à Paris et tout. Donc, c'est la Bolita, toujours. Ok, et donc ça, c'est depuis 2003. Et vous avez fait évoluer le projet. Et vous êtes, je veux dire, vous avez toujours, finalement, là, depuis, vous travaillez avec, ça fait... disons que si, mes projets personnels, les envies personnelles, je les fais avec la Bolita. D'accord, c'est ça, voilà. C'est des structures qui me permettent de développer mon Et ça travail. vous permet de faire des créations perso Voilà, c'est ça. Ouais. Après, je travaille comme freelance, comme comédien, avec des autres structures. Vous travaillez avec d'autres structures aussi? Mais disons que, non, c'est principalement à Paris. D'accord. Ça, c'est centralisé, quoi. Surtout que je suis mexicain, c'est pas évident, comment dire, à niveau, la France, c'est pas un pays énormément ouvert à niveau culturel par rapport à des autres types, on est assez conventionnel finalement. Les Noirs jouent des Noirs, les Blancs jouent des Blancs, et les Mexicains jouent des Mexicains, donc c'est pas très bon don. Bon, voilà, après, voilà, je travaille, les dernières années, j'ai travaillé avec une structure qui s'appelle Ars Anima, qui crée des gros projets, expositions in vivo, des immersions avec des comédiens et tout. Le dernier projet, c'était Né quelque part. On a fait Paris, Lyon, Bordeaux, Lille. C'était des grandes villes, parce que c'était des exploitations qui duraient 12 mois. Pendant 12 mois, on jouait 5 fois par jour. C'était un truc, il y avait plein de monde. D'accord. Voilà, quoi. Ok. Un truc qui marchait bien par rapport à l'histoire du réchauffement climatique dans les accords de la COP 21, voilà. Dans le social, culturel. Ok, j'ai une dernière question qui est un peu générale pour terminer. Qu'est-ce qui vous inspire pour votre art, dans la vie? Est-ce que c'est d'autres arts? Est-ce que c'est des personnes Non, souvent c'est
mon actualité, mon actualité et notre actualité. Souvent, c'est vraiment des envies d'exprimer mon ressenti par rapport à ce qu'on traverse. Aujourd'hui, on est face à une situation assez intéressante, dirais-je, par rapport au coronavirus et tout. Je pense que ça nous a remis en question comme société à des choses. Et c'est une matière qui m'intéresse. Aujourd'hui, je me dis, bon, discutons. Je ne veux pas parler de la maladie ou rentrer dans des débats complotistes ou pas. Sinon, sociétalement, qu'est-ce qu'on fait, on crée à partir de cette circonstance. Voilà. D'une manière presque sociologique. Ouais, voilà, c'est des objets qui m'intéressent. Donc, là, le texte de Virginie Despentes, c'est vraiment une conférence qui parle de cette actualité, de cet questionnement. Oui, parce que du coup, ça, quoi. Je rappelle que du coup, vous jouez ce soir... Que dois-je comprendre des animaux, dont inspiré d'un discours de Virginie Despentes. Ouais. Donc, on va voir tout à l'heure. Donc, J'espère. Voilà. Bon, super. Mais... Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. À tout de suite. Oui. Ouais. Standard. زمان يفوت لنا سكيان ولا رحال ويهون علي الكون وانا مطحون في حب المال. مسكون زمان يفوت لنا سكيان ولا رحال ويهون علي الكون ولا يوم
تسبني. Standard. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Standard, l'émission où l'on s'exprime sur l'art, ses métiers et ses structures. Aujourd'hui, notre portrait professionnel nous invite à accueillir Jean Frémiot. Bonjour. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? je suis photographe, auteur, depuis maintenant près de 30 ans. Et je suis ici mandaté par Cultivons l'essentiel, qui est une opération régionale pour couvrir le panier culturel et solidaire de ce soir, ici. Cultivons l'essentiel, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est ? Cultivons l'essentiel, c'est une idée absolument extraordinaire qui est née dans la tête de gens du spectacle à Tours et qui se sont inspirés d'une initiative qui a été créée l'année dernière à Nantes, en région Val-de-Loire, pour permettre à des artistes et des techniciens de retrouver le chemin de leur création et de leur relation avec le public, et surtout de retrouver un petit peu de sous pour pouvoir passer tant bien que mal la crise que nous subissons tous à cause du Covid. Expliquer un peu l'économie circulaire du... C'est très particulier et c'est totalement étonnant, ça sort des sentiers battus, et c'est pour ça que je trouve cette initiative absolument magnifique. On va complètement à l'envers des modes de financement du spectacle vivant, qui normalement dépendent de subventions, qui vont dans des lieux, qui reconnaissent des spectacles, qui sont souvent catégorisés, etc. Là, c'est le contraire. En fait, ça vient directement des artistes, et c'est les artistes eux-mêmes qui se sont organisés pour aller chercher des sous auprès de subventionneurs plus classiques, la DRAC, le conseil régional, les collectivités territoriales, communautés de communes, mairies, etc., en leur demandant donc de financer quelque chose qu'ils ne connaissaient pas et que personne ne connaissait, puisque les paniers se constituent au fur et à mesure de l'aventure avec des gens qui eux-mêmes ne se connaissent pas, lors de rencontres qui sont départementalisées, et les comédiens, les acteurs, les musiciens, les techniciens, les artistes en règle générale se réunissent lors de cette première rencontre, et puis par affinité se réunissent et constituent donc des paniers culturels et solidaires qui réunissent 2 ou plus souvent 3 artistes, un technicien, et d'un autre côté, l'organisation régionale leur met à disposition une chargée de diffusion, on dit nous chargée de prod, pour aller proposer ces paniers, ces petites formules improvisées dans des lieux qui ne sont pas forcément les lieux institutionnels habituels. Et donc ça permet à des artistes et des techniciens de pouvoir avoir 5 jours de répétition qui sont rémunérés pour 5 représentations de leur création. Voilà. Ok. Et donc c'est une organisation régionale qui a un rayonnement départemental pour ce projet-là. En tout cas, ça se passe au niveau du département. Alors, l'organisation est régionale. Ouais. Moi-même, je suis copilote régional. Je fais partie du comité de suivi départemental du Cher. Et en tant que photographe, j'ai en charge donc de couvrir tout le sud du département, en fait, l'Indre, le Cher, et puis un petit bout du 41. Ah oui, donc, ok. Et un autre photographe basé à Tours. Voilà, on s'est réparti le territoire pour éviter les frais, en fait. Ouais. Parce que nous, ce que nous privilégions, c'est les salaires. C'est-à-dire qu'on préfère payer les artistes plutôt que de payer du matos ou de la location ou de l'hébergement, machin, etc. Donc c'est pour minimiser les frais, pour que le maximum d'artistes puissent vivre ou survivre. Ok. Et donc, pour revenir vers vous, votre boulot, ça consiste en quoi exactement ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Alors moi je suis photographe, et c'est vrai que ce que je fais là
au sein de Cultivons l'essentiel, à la base, n'a rien à voir avec mon travail. En fait, cette initiative est née lors des occupations de théâtre. Et moi, j'étais responsable de toute une équipe qui a occupé le théâtre Jacques Coeur à Bourges. Et en fait, ça a commencé à Equinox d'ailleurs, d'abord. Oui, Et donc, je suis d'abord allé à Equinox, où là, j'ai rencontré l'équipe des Berrichons du Sud. Et nous, Berrichons du Nord, on a été inspirés. On s'est dit, nous, à Bourges, on va pas rester comme ça. On va aussi occuper le théâtre Jacques Coeur. Et lors de l'occupation, en parlant avec les uns avec les autres, on s'est dit quand même que, moi je me suis dit en tout cas que Cultivons l'essentiel était une belle manière d'aider les créateurs de mon territoire. Quand je dis mon territoire, c'est le Berry. Hein. Oui. Et elle a vu le jour quand, cette initiative exactement Alors les premiers à s'être occupés de Cultivons l'essentiel, il me semble, à Tours, ont commencé au sortir de l'hiver. Donc l'hiver... Là, le 2021. Okay. D'accord, ouais, donc c'est vraiment tout récent. C'est tout récent, c'est tout nouveau. Et il faut savoir aussi qu'on est tous bénévoles. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est mis au service de cette idée de Cultivons l'essentiel pour permettre à des artistes de pouvoir vivre de leur métier ou gagner quelques heures pour atteindre leurs heures, pour conserver leur statut d'intermittent. Les profils sont vraiment divers et variés, quoi. Ok. Et donc, qu'est-ce que vous produisez comme représentation, comme forme d'art Alors, il y a tout. Il y a de tout et c'est surtout atypique. Okay. Parce que c'est, par exemple, un danseur, un musicien et un percussionniste. Okay. C'est un chorégraphe, une jongleuse et un conteur qui vont se réunir. Vous faites en sorte de regrouper des choses un peu atypiques Alors en fait non, c'est pas nous qui regroupons, c'est les artistes eux-mêmes qui par affinité se rassemblent à la suite donc de cette première réunion, de cette première rencontre. Et c'est leur propre initiative ensuite. Ouais, ça se fait spontanément. Ouais, ça se fait totalement donc, en fait, spontanément. Vous servez de médiateur finalement entre les artistes. Pour qu'ils se rencontrent. Oui, alors, médiateur, j'aime pas trop ça parce qu'on joue sur la spontanéité. Cultivons l'essentiel a un site internet sur lequel il y a une charte très détaillée avec tous les autres documents nécessaires à la constitution des paniers. Et cette charte est vraiment totalement, elle aussi, atypique. Et elle veut que ceux qui s'inscrivent dans l'opération Cultivons l'essentiel signent cette charte et respectent. Donc il y a une vraie entente, une vraie horizontalité. Et il n'y a pas de rapport de hiérarchie, ni de jugement de valeur, ni même de critique. On reste totalement respectueux les uns vis-à-vis des autres, et c'est assez rare dans notre société des espaces où il n'y a pas de compétition. C'est pas faux. Et du coup, pour la mise en place, comment est-ce que ça se passe ? C'est les artistes qui vont donc se regrouper, qui vont choisir un projet, et donc vous allez les aider à le mettre en place en trouvant les techniciens par exemple, ou ils se mettent même eux-mêmes en relation avec les techniciens ? Alors en fait, ça se fait spontanément, lors de la première rencontre, et c'est vrai que cette première rencontre n'est possible qu'à la condition qu'il y ait des techniciens, des artistes, des membres du comité de suivi, des membres du comité régional, et ensuite tout se fait de manière horizontale, sans ordonner à qui que ce soit de se mettre avec qui que ce soit. Et la spontanéité fait son œuvre, mais réellement, pour avoir assisté à plusieurs réunions de constitution de panier, ça se fait naturellement en fait. Et donc concrètement, par exemple, ce qu'on va voir ce soir, ils m'ont dit qu'ils s'étaient réunis pendant 5 jours pour créer ce projet. Et donc c'est eux, tout du long, qui ont mis en place, qui ont réfléchi à ce qu'ils faisaient sans aucune obligation, sans critères, sans rien. Donc, exactement. Voilà, vraiment... Les directeurs artistiques, c'est les auteurs eux-mêmes. D'accord, ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas de rapport de hiérarchie. Il n'y a pas de scéno imposé. Non, c'est entre eux, ils s'entendent. Ouais. Et puis, et en s'entendant, la création se fait. Mais nous, gens de culture, nous créateurs, on a un peu l'habitude de fonctionner comme ça. Et quand on travaille en collaboration, moi-même dans mon métier en tant que photographe, j'ai travaillé en collaboration avec des chanteurs, avec des écrivains, avec des gens de théâtre, et on a une espèce de fibre d'écoute. Et c'est pour ça que j'aime bien répondre à une interview de radio,
parce qu'il est question d'écoute. Mmh. Et j'aime à dire, moi, à mes stagiaires, parce que j'enseigne aussi la photographie, j'aime à dire que la photographie, on est bon photographe à partir du moment où on respecte les choses et les êtres. Okay. Et dans les ententes qu'il y a au sein des paniers culturels, au sein de Cultivons l'essentiel, c'est ça qui est à l'œuvre, en fait. C'est une vraie entente. Et ça ne peut exister qu'à la condition de cette entente, cordiale, amicale, voire affective. Il y a quelque chose de terriblement humain qu'il n'y a pas dans les grosses productions artistiques qu'on voit dans les scènes nationales, où là, il y a une vraie hiérarchisation des rôles de chacun. Non, là, c'est vraiment humainement super enrichissant, et c'est juste beau, quoi. Et donc, est-ce que vous avez des collaborateurs nationaux, régionaux, départementaux, extérieurs, ou ça reste tous ceux qui ont décidé de faire partie du projet ? Dans le cadre de Cultivons l'essentiel ? Oui. Dans le cadre de Cultivons l'essentiel, c'est comme une association de fait. Okay. Alors, il y a l'association loi 1901 qu'il faut constituer, déposer en préfecture, machin. Nous, on n'est pas comme ça. Okay. Nous, c'est ce qu'on appelle une association de fait. C'est-à-dire qu'on se réunit toutes les semaines pour organiser tout ça, les fiches de poste, les feuilles de salaire, machin, etc. Et cette association de fait est efficiente qu'à la condition que chacun de ses membres, en fait, soit réellement volontaire et moteur en fonction de ses capacités, de son temps, de son énergie, parce qu'on est tous plus ou moins épuisés aussi, aussi bien par la crise que par nos métiers en crise. Et c'est en cela où cette aventure est, moi je trouve absolument géniale. Ça a été inventé pour que ça ne dure qu'un temps, pour sauver des artistes de la précarité. Mais on voit bien que malgré ça, y a plein d'artistes qui vont se retrouver sur le carreau. Et on essaie de minimiser les dégâts, en fait. Donc, pour répondre à votre question, en fait, on se serre les coudes. Ouais, c'est ça, c'est l'entraide. C'est l'entraide. Ok. Ouais. Je vais finir par une dernière question un peu plus personnelle sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené vers Cultivons l'essentiel, vers la photographie voilà, votre parcours professionnel, un petit peu, si vous pouvez dire quelques mots. Alors, là-dessus. c'est assez drôle qu'on me pose cette question aujourd'hui à Châteauroux, parce que je suis né à Bourges. Okay. J'ai grandi toute mon enfance dans le Bois-Chaud-Sud, entre Saint-Ouen et Lignières. Et puis, à l'âge de 10 ans, mes parents se sont séparés et ma mère est venue, m'a emmené avec elle et m'a propulsé au 12e étage de la tour Gambetta à Châteauroux. Et j'ai passé toute mon adolescence ici. Et au début, en fait, je voulais être musicien, j'étais passionné de jazz. Et j'ai fait le conservatoire, en fait, ici. Le conservatoire de Châteauroux. De Châteauroux. Okay. Et je voulais être jazzman. Donc pendant 6 ans, j'ai fait du jazz ici. Vous faisiez quel instrument ? Je faisais du saxophone. Okay. D'abord, j'ai fait de la batterie, puis après, j'ai fait du saxophone. Okay. Et puis un jour, j'étais aux Arènes de Nîmes avec ma tante et puis ma maman pour un concert de Miles Davis. Et ma tante, qui était passionnée de jazz et passionnée de photographie, avait un Leica sur elle. Et c'était noir de monde, les Arènes de Nîmes. Elle m'a donné son appareil photo en m'expliquant brièvement comment ça fonctionnait, parce qu'elle ne voulait pas fendre la foule, elle avait un peu peur. Puis moi, j'avais 16 ans, j'étais vigoureux, pas de problème. Et donc, ma première photo, en fait, je l'ai faite sur un Leica. Et ma première photo, c'est une photo de Miles Davis. Et le soir même, on développait le rouleau, et le lendemain, on faisait les tirages. Et à l'âge de 16 ans, j'ai donc dit à mon père, puisque j'habitais avec mon père à cette époque-là, j'ai dit, écoute papa, non, finalement, la musique ne sera pas pour moi, je veux faire de la photographie. C'est la photo, et donc, je fais de la photo depuis l'âge de 16 ans. Et puis, à 17 ans, donc, j'ai intégré, plus jeune de ma promotion, l'école des Beaux-Arts de Bourges. Et depuis, j'habite à Bourges, et depuis, je pratique la photographie, je l'enseigne, et je tiens. Ok, super. Tant bien que mal. Bah oui, il faut. Voilà. Bah merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Au revoir. Standard. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Standard, l'émission où l'on s'exprime sur l'art, ses métiers et ses structures.
Aujourd'hui, pour notre portrait d'artiste, nous sommes ravis d'accueillir le musicien Joël Valade. Bonjour Joël. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, je suis musicien, guitariste plutôt jazz, tout ce qui touche autour du jazz, parce que plein de styles différents dans le jazz, mais voilà, je suis né en région parisienne, et je suis arrivé ici vers l'âge de 14 ans, puis après je suis reparti... Ici dans le Berry donc? Oui, ici dans le Berry, et après je suis reparti vers l'âge de 20 à 25 ans à Paris pour la musique, puis je suis revenu quand j'ai eu des enfants, etc., enfin classique quoi. Ok. Et donc, quel est le rapport que vous entretenez avec votre pratique artistique? Est-ce que vous avez toujours voulu être guitariste? Est-ce que c'est un hasard? Comment est-ce que vous êtes lancé? En fait, j'ai commencé très tard, enfin j'ai commencé la musique assez jeune, mais j'ai arrêté au bout de 3-4 ans le violon, en classique et tout. Okay. Et j'ai repris après vers 17-18 ans la guitare au toujours lycée. Les instruments à cordes quand même. Ouais, quand même. Surtout qu'au départ, je voulais plutôt faire de la mandoline moi, puis il n'y en avait pas au conservatoire, donc ils m'ont orienté vers le violon. Du coup, conservatoire de Paris? Non, de Clichy-sous-Bois. D'accord. Voilà, la Gilly, tout ça, là. Okay. Zied, Bouna, tout ça. Et c'était sympa, mais ça m'a quand même, au bout d'un moment, quand tu arrives vers 12-13 ans, le classique, tout ça, bon, j'avais envie de faire autre chose. Et puis j'ai recommencé la musique vers 17-18 ans au lycée, tout à fait classique là aussi, les copains, ils montrent 3 accords, la guitare, machin, tout avec ça. Avec un groupe donc ouais, le premier groupe, c'était un groupe de funk, avec des copains qui jouent, ils sont devenus presque tous professionnels d'ailleurs. Vous avez commencé par du funk finalement ouais, funk blues, ouais, bah, déjà de base c'était plus vers le rock, le funk, les trucs plus populaires on va dire. Puis le jazz c'est venu un peu par hasard, parce que j'ai fait une formation à Jazz à Tours. De toute façon il n'y avait pas 36 écoles dans la région, et c'était une école qui était prise en charge par mon travail à l'époque, comme j'étais prof de musique, etc. Et du coup, bah, je suis tombé dans le jazz un peu comme ça, quoi. Moi, au départ, c'était juste pour, on va dire, pour faire un peu le kéké, avoir 2-3 phrases jazz à placer dans les trucs de rock, puis finalement... Ok, donc au départ, c'est plus pour agrémenter votre pratique, et finalement, c'est devenu une des pratiques principales. Ouais, je suis tombé sur Django Reinhardt, en fait, déjà. J'ai pris une grosse calotte, et puis après, j'avais un super prof qui s'appelait Christophe Lardot, et qui m'a fait connaître plein de trucs dans le jazz, et ça m'a vraiment... ça m'a pris, quoi. Et donc, finalement, en fait, c'était quand même une approche un peu, au départ, un peu scolaire, avec le conservatoire quand vous étiez enfant. Ouais. Ensuite, pas du tout, quand même. Enfin, quand j'ai recommencé par la musique, là, après, c'était clairement les copains. Et même quand je suis parti à l'école, c'était une école de jazz. Donc, c'est scolaire, mais ça reste quand même basé sur la pratique beaucoup, quoi. Ouais. Il y a de la théorie, évidemment, parce que c'est quand même une école de musique, quoi. Oui, mais je veux dire, voilà, quand même, les rudiments du solfège, du fonctionnement intrinsèque de la musique. Pas une pratique qui est trop basée sur le solfège, la lecture et tout. Mais disons qu'à l'époque, comme j'ai eu un boulot de prof de musique, il fallait quand même que j'ai un minimum. Du coup, je m'y suis mis quand même. Mais même aujourd'hui, j'ai oublié la plupart des choses. Okay. Je connais l'harmonie, je connais un peu la théorie, mais en lecture de notes, je suis nul. Mais quand t'es guitariste, c'est courant. Oui, je sais pas. Et à partir du moment où vous étiez ado, c'était uniquement la guitare, vous n'avez pas retouché particulièrement à d'autres... Non, bah, la guitare, c'est super facile déjà d'en trouver, parce qu'au départ, je n'en avais pas, mais j'avais des copains qui en avaient, ils me la prêtaient, etc. C'est quand même un instrument qu'on trouve un peu partout, et ça coûte pas trop cher pour commencer. C'est facilement transportable. Voilà, c'est pas un piano par exemple, ou déjà, voilà. Il y avait aussi des considérations financières. Hein. C'est pas... Bon, la guitare, c'est ce qui m'attirait, mais je veux dire, un côté pratique, si j'avais voulu faire les pianos, ça aurait été vite compliqué, à part jouer un peu de synthé chez moi. Bon, du coup, la guitare, puis bon, après, c'est tellement riche la guitare, parce que ce soit, il y a le jazz, mais il y a plein de styles de guitare. Il y a la guitare blues, la guitare rock, la guitare funk. Parce que moi, je suis un grand fan de Prince aussi, donc il n'y a pas que le jazz non plus, mais voilà. Il y a plein de styles différents. Le classique, le flamenco, les guitares africaines, c'est monstrueux en fait. Donc moi, j'ai jamais fini avec ça. Il y a tout un panel à découvrir, qui sont vraiment différents. Il y a des styles de musique différents, mais à chaque fois, la guitare, on la joue pas du tout de la même manière selon les styles. Donc ça, c'est... Moi, j'aime bien aller un peu partout, et c'est vrai que le jazz, c'est pour ça, c'est super aussi. C'est ça qui m'a attiré dedans. C'est qu'on peut aller partout avec le jazz. Éclectique. Il y a du jazz avec de la musique africaine, orientale, latine, afro-cubaine, tout ça. Il y a tout. Je veux dire, tu peux aller vers partout avec ça, même dans la musique indienne. Enfin, et moi, j'adore ça. Du coup, ça me permet... C'était un tremplin un peu pour pouvoir disons que, toucher à un maximum d'univers. C'est riche harmoniquement, c'est riche mélodiquement, c'est riche rythmiquement. Et ça s'est toujours nourri de plein d'influences, le jazz. C'est ça qui m'a
qui m'a fait plonger dedans en fait, parce que même si j'étais fou de Django Reinhardt, à côté j'allais écouter des trucs complètement différents, du jazz rock, du jazz africain, des trucs afro-cubains, des trucs très rythmiques, la musique brésilienne, je suis tombé dedans aussi depuis 10-15 ans, j'adore ça, parce que c'est quand même très proche du jazz aussi, il y a beaucoup de tout ce qui est bossa nova, samba, il y a quand même, voilà. Ouais, donc c'est ça aussi qui m'a fait rester un peu dans cet univers, c'est que je peux faire un peu, pas tout, mais je peux quand même aller dans plein de styles un peu différents, quoi. Voilà. Et vous disiez que vous avez été prof de musique, Ouais. vous avez fait une formation, vous étiez quoi, dans un conservatoire, En dans fait, une c'était à école l'époque de Jospin, donc Ok. C'était il y a 20 ans maintenant. Il faisait des emplois jeunes. Et donc, moi, je collais à ce qu'il cherchait, c'était à Buzancais, la mairie de Buzancais, pas loin d'ici. Et ça collait à ce qu'il cherchait quelqu'un qui avait le BAFA, qui pouvait faire animateur, etc., mais qui pouvait aussi donner les cours de l'école de musique, parce qu'ils voulaient relancer leur école de musique, il n'y avait que 2 élèves à l'époque. Et du coup, j'avais en charge pas mal de programmer les concerts à Buzancais, etc., avec la jointe à la culture, mais aussi de m'occuper de l'école de musique et m'occuper d'un point jeune. Donc, et j'avais une formation avec les emplois jeunes qui étaient payés, d'où Jazz à Tours, l'école Jazz à Tours. Okay. Voilà. En fait, il a fallu que je replonge un peu dans mes cours de théorie de l'époque quand j'étais gamin, mais ça revient vite, quoi. Quand on s'y met à la lecture, je suis une bille aujourd'hui, mais si je m'y mettais 2 mois parce que j'avais un engagement spécifique où je devrais lire, je pense que je pourrais m'y remettre. C'est pas la folie. Et du coup, comme il s'agissait de donner des cours quand même à des débutants dans une petite école de musique, ça allait, quoi. C'était abordable. Et puis ça m'a permis, moi, en parallèle, de progresser aussi grâce à la formation. Oui, c'était génial, quoi. Ok. Voilà. Et donc, vous avez fait ça pendant combien de temps J'ai fini en 2003, j'ai fait 5 ans, 98-2003. Okay. Et puis après, je suis parti à Paris le 1er janvier 2004. Là, j'ai dû finir fin 2003 et je suis parti à Paris le 1er janvier 2004. Parce que quand même, déjà j'étais à fond dans la musique manouche, alors c'est quand même là-bas que ça se passe beaucoup. Parce que j'ai beaucoup traîné avec les milieux justement des voyageurs, que ce soit les forains ou les manouches, quoi. J'ai énormément appris avec notamment le fils de Marcel Campion, Chris Campion, avec des Franchi Delporte, des musiciens comme ça, et puis ça m'a plongé dans le bain, le vrai bain, quoi, parce que apprendre le jazz manouche sur YouTube, c'est bizarre, quoi. C'est quand même une musique qui se vit, et qui se vit aussi. C'était le gros boom du jazz manouche en France, mais trop avait une pratique, on va dire, très solitaire, à base de playback chez eux, en répétant les solos, machin. Moi, j'ai voulu vraiment vivre le truc comme c'était, quoi. Un peu en immersion. Ouais, aller dans les camps et tout, puis bon, je me suis éclaté aussi, hein. On faisait de la musique tout le temps, on buvait des coups, c'était génial. Voilà. Et je sais plus la question. Vous êtes réellement devenu professionnel ou c'était avant En ou fait, ça s'est fait naturellement? C'était en parallèle, voilà, de mon travail. Du coup, j'ai commencé à faire des concerts. Et puis, de plus en plus de groupes différents, etc. Après, je suis parti à Paris, j'en ai fait de plus en plus parce que même si c'est mal payé, il y en a beaucoup de concerts. Du coup, c'est quand même cool. C'est petit à petit, en fait. Mais j'ai eu le statut d'intermittent que tardivement, par contre. Parce qu'à Paris, pour se faire déclarer, c'était galère et tout. Mais bon, je donnais des cours dans quelques écoles, je faisais des remplacements par-ci, par-là, je faisais des concerts et tout. Puis je vivotais, on va dire. Et puis, après, c'est quand je suis revenu ici, on a eu des enfants avec ma compagne de l'époque, enfin la mère des enfants du coup, et puis quand on s'est séparés, là il a fallu que je... elle c'était une chanteuse, on jouait beaucoup ensemble, du coup il a fallu que je remonte plein d'autres trucs pour vivre aussi tout seul d'un seul coup avec les 2 enfants, c'était pas pratique. Et puis en fait du coup c'était cool parce que j'ai pu rencontrer plein de gens, faire venir plein de gens à Châteauroux aussi, d'être de l'extérieur, et puis relancer un peu le truc. Ça m'a demandé énormément de travail, mais par contre, ça m'a vachement enrichi, quoi. J'apprends toujours avec les musiciens qui jouent, c'est ça. Donc, rapport à l'art, il a été influencé, donc, je suppose, par toutes ces influences que vous avez pu rencontrer tout le long de votre vie. Et est-ce que c'est quelque chose qui est donc inspiré par d'autres formes d'art, ou est-ce que c'est uniquement musical? Est-ce que c'est des personnes, des rencontres Non, enfin disons que, par exemple, un truc que je différencie un peu de la musique, c'est la chanson. Mes parents en écoutaient énormément, du coup j'ai été nourri par plein de chansons françaises, c'est-à-dire la chanson française de l'époque de mes parents, c'est-à dire Brassens, Brel, Ferrat, Ferré. Vous, c'est chanson plus que musique? Non, moi c'est vraiment plus musique, mais par contre le texte, voilà, parce que tu parlais d'autres formes d'art, et du coup ça m'a emmené aussi vers la poésie. Je suis beaucoup influencé par la poésie, je sais pas pourquoi, depuis quelques années. Je
Je suis influencé par... Quels auteurs Il y en a plein. Moi, je suis un grand fan d'Eugène Potier. C'est le gars qui a écrit L'International, par exemple, ou qui a écrit L'Insurgé. Pas L'Insurgé, le bouquin de Jules Vallès, mais la chanson qui est assez connue, et puis qui a écrit des poèmes monstrueux, un peu dans le style, c'est l'époque, hein, Victor Hugo, tout ça, c'est très bien écrit, mais avec un contenu hyper fort. La forme et le fond, quoi, qui me prend au trip. En revendication, en symbole. Ouais, les images sont... Enfin, les images écrites dans le texte, moi, des fois, ça me fait pleurer, quoi. Là, ça vous parle Ah ouais. Et puis, la littérature, beaucoup, parce que j'ai quand même énormément lu. Après, je sais pas si ça nourrit ce que je fais en musique, mais ça fait ce que je suis, en tout cas, c'est sûr. Et puis, les rencontres avec les gens. Après, j'y connais pas grand-chose en art pictural, en tout cas. J'adore, mais j'y connais rien. Donc voilà, je prends ça comme un néophyte à chaque fois. J'aime le théâtre, j'aime la danse aussi, quand même, parce que la mère de mes enfants était chanteuse et danseuse. Donc elle m'a fait connaître pas mal de trucs dans la danse contemporaine que j'ai trouvé super. Moi, je suis issu des quartiers populaires, donc comme on dit, du coup, Montfermeil, Clichy-sous-Bois, du coup, le hip-hop aussi, c'est un truc qui m'a nourri très jeune. Donc pas que la musique, toute la culture hip-hop, quoi, le graphe, la danse, etc. Du coup, je sais pas si ça rejaillit, j'imagine que forcément. J'aime la musique rythmée, des trucs comme ça. Puis, il y a une conscience politique derrière tout ça aussi. Je suis très nourri de politique. Voilà, c'est pas un art, hein, mais... Ouais, mais c'est des influences. Hein, après, ça constitue... j'en oublie certainement, hein, parce que je trouve... j'adore la nature aussi. C'est con à dire, mais ça fait gnangnan, mais je trouve beaucoup d'inspiration là-dedans aussi. Et les rencontres avec les gens, surtout les rencontres avec les gens. Voilà. Ok. Et de manière plus pratique, à quels établissements vous êtes rattachés? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez un groupe? Est-ce que vous êtes en freelance? Vous avez plusieurs... j'ai plein de trucs. Déjà, ouais, on est quand même dans le Berry. C'est pas une scène ultra foisonnante en termes de scène pour jouer, quoi. Il n'y a pas vraiment énormément d'endroits, je veux dire. C'est tout relatif, hein, ça va, mais... Du coup, il faut quand même avoir en général plusieurs formations. Et puis, c'est aussi très pratique, puisque on est dans le pratique. J'ai 2 enfants que j'ai une semaine sur 2. Et du coup, je ne peux pas partir non plus faire des tournées de 3 mois, etc. Du coup, il faut trouver une autre manière de s'organiser. Et donc, ouais, j'ai pas mal de groupes dans différents styles. Après, c'est ou des groupes à moi, quand je dis des groupes à moi, c'est ou des groupes que j'ai constitués avec des gens que j'aime, ou alors des groupes pour lesquels on m'appelle. Mais en général, je fais que de la musique que j'aime, quoi. J'ai de la chance. Et qu'avec des gens cool en général aussi, donc c'est bien. Je fais... par exemple, pour rester sur les styles de jazz, actuellement, j'ai un truc plutôt jazz manouche, dans lequel je joue. On a un quartet plutôt New Orleans, donc, où je suis au banjo, voilà. Donc un truc de rue, quoi. Okay. Ça, j'adore aussi, ça m'a beaucoup nourri, la rue. J'ai quoi? Là, j'ai la pièce de théâtre qu'on est en train de faire avec Giovanni. Je joue avec des chanteuses, pas mal, qui m'appellent pour accompagner les chanteuses, dans des styles un peu différents, mais je joue beaucoup les standards aussi pour les chanteuses. J'adore accompagner les chanteuses en général. J'ai un duo avec Sacha Ploquin, qui est un chanteur super, qui est un vieux copain de Châteauroux avant, mais qui est loin maintenant. J'ai un duo avec Jérôme Rateau. Alors lui, c'est un de mes meilleurs amis, mais il m'a tout appris. Enfin, il m'a appris énormément en musique, parce que c'est un très grand pianiste qui est à Paris, mais on a un duo ensemble, on joue beaucoup, surtout l'été quand il est dispo, mais Jérôme, une grosse influence aussi. J'ai quoi? J'ai d'autres trucs, mais là j'en oublie peut-être. Voilà. En gros, et tout ça à Châteauroux, dans le Berry, un peu partout Oui, un peu partout, mais pas trop à Châteauroux. Il y a peu de scènes en fait à Châteauroux qui font des concerts de manière régulière, surtout avec le Covid. Là, on peut enlever le 9 cubes déjà, on peut enlever les quelques endroits qu'on faisait. Du coup, je joue très peu à Châteauroux. Là, cet été, je crois que j'ai un concert à Châteauroux, plus ici, du coup, aujourd'hui la pièce, mais je crois que j'en ai un à Châteauroux, le reste, c'est ailleurs en général. Mais dans le Berry, c'est la Creuse, le Limousin, la région en général, la Touraine beaucoup, ça va, en gros, ça va de jusqu'à Angers, puis ça descend jusqu'à Brive, à peu près, hein. Mais je peux aller plus loin, mais de manière régulière, c'est ça, quoi. Oui, parce que du coup, on rappelle aussi que ce soir, donc vous accompagnez... Alors, c'est un projet un peu spécial. On va en parler, donc c'est
c'est un panier artistique et culturel, je crois que ça s'appelle. Ouais. C'est Cultivons l'essentiel qui fait ça, qui réunit des artistes et des techniciens de différentes pratiques. Et on se retrouve à 4, donc 3 artistes et un technicien pour monter une forme courte de à peu près 30 minutes. Et on a 5 jours pour ça, 5 jours de répétition pour faire une création entière. Et donc là, moi je connaissais Giovanni par les soirées à Paris ou Châteauroux, mais on n'était pas hyper proches non plus, quoi. Et on s'est rencontrés vraiment humainement à travers ça et artistiquement. Et là, donc, il me fait jouer un peu la comédie, ce con. J'ai jamais fait ça, mais c'est génial. Et donc, c'est sur un texte de Virginie Despentes, un discours qu'elle a fait au Centre Pompidou en octobre 2020, là, qui est super. Et donc, on a un peu taillé dedans, parce que déjà, le discours en lui-même dure 26 minutes. Donc, pour faire une forme de 30 minutes, ça faisait... Voilà, fallait quand même qu'on amène un peu d'artistique là-dedans. Et puis, du coup, je fais la musique en même temps. Beaucoup d'improvisation quand même, parce que c'est lié au jeu... ce qui va se passer sur le moment avec Giovanni, ça bouge voilà, tout le temps, et j'aime bien ça. Et puis il y a une danseuse, Anne-Laure Renard, qui elle, pareil, joue la comédie et danse. Et il y a Jean-Marc Verdier, le technicien, qui fait un peu tout, du coup, la lumière, le son, puis participe aussi artistiquement. C'est un mec que j'adore. Voilà, donc là je fais un peu théâtre et musique en même temps, quoi. Ouais, c'est un beau projet qui passe ce soir à l'atelier La Poissonnerie à 19h. Et on va terminer avec une dernière question assez générale aussi, ici. Et puis on va vous souhaiter bon courage pour tout à l'heure. Merci, super, merci de l'accueil. Et... on vous en prie. Au revoir. Au revoir. Standard, une émission présentée par l'atelier de la poissonnerie.